Congo célèbre ses 10 années, 10 années et 10 années pendant laquelle la promotrice qui est Madame Aïdara Yoka Claudia a fait les efforts pour la promotion du cinéma congolais. Mais aujourd'hui, pour les 10 années, nous avions un grand nom du cinéma africain, c'est M. Idrissa Ouedraogo. Il est aujourd'hui à Brazzaville, donc au Congo. Il va nous parler un peu sur le cinéma burkinabé, le cinéma africain et aussi ce qu'il en sait un peu du cinéma congolais. Monsieur Idrissa Ouedraogo, c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui ici à Brazzaville. Merci et merci aussi à Claudia, Clap Congo, de m'avoir fait venir là avec un certain nombre de cinéastes. C'est vrai qu'il y a 10 ans déjà, j'étais là au lancement de Clap Congo et 10 ans après, je suis là. Et pendant ce temps aussi, j'ai un regard sur tout l'ensemble du cinéma du continent. C'est des cinématographies de plus en plus difficiles parce que les salles de cinéma ferment quasiment dans toutes les capitales, ce qui est un mauvais signe. L'apparition de nouvelles technologies a changé beaucoup de donnes, c'est-à-dire qu'il y a un outil beaucoup plus accessible, c'est vrai, mais en même temps plus difficile à manier, à manipuler parce que ces appareils nouveaux, numériques, n'aiment pas les hauts contrastes, alors que l'Afrique, très tôt le matin, à 9 h déjà, le soleil est quasiment au zénith, donc ça claque un peu de partout. Donc, les cinémas africains sont à la recherche de leur identité. À cela, il faut ajouter, bien sûr, aussi le manque d'organisation des acteurs de ce secteur-là. Il faut aussi ajouter le manque de soutien politique des États. Alors, mais en même temps, l'espoir n'est pas perdu parce que, entre-temps, sur le continent africain, beaucoup de pays se sont regroupés. Il y a des espaces régionaux qui se sont créés, la CEMAC par exemple pour toute la région Afrique centrale, la CEDEAO pour la région Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'il y a des ensembles aujourd'hui dans lesquels des politiques communes peuvent être faites, des prises de décisions communes, donc des politiques culturelles communes aussi, comme je l'ai dit, et qui peuvent aussi, et puis un marché encore plus important, puisque ce n'est pas un pays, c'est 5, 6, 7, 15 pays, voire 15 pays pour la CEDEAO. Et je pense que c'est dans ce cadre-là maintenant qu'on devrait travailler, parce que chaque État pris individuellement est une petite entité, un petit marché, donc pas de résultat. Donc ça voudrait dire que les cinéastes et les acteurs culturels en général doivent pousser leurs États à des prises d'initiative allant dans le sens d'une prise de décision commune au niveau des espaces régionaux. Et nous, on a quelques idées, quelques pistes comme ça, mais on n'est pas des dirigeants politiques, mais on pense que l'une des façons d'aider les acteurs culturels, c'est de s'inspirer des expériences des autres peuples. Prenons un exemple simple, le mécénat. C'est quoi? C'est que des entreprises riches payent moins d'impôts parce qu'ils investissent dans la culture. Donc, ça peut se faire ici. Supposez que 4 ou 5 entreprises, mais il faut plafonner, il ne faut pas que ça dépasse peut-être 3-4 milliards. Payent moins d'impôts, de 4-3 milliards investis dans la culture. C'est bien pour les entreprises parce que ça leur donnera une visibilité, mais l'État aussi aiderait du coup les activités culturelles. Il y a l'électricité. Au Burkina, on prélève 2% sur les factures d'électricité. Je suis sûr ici aussi qu'on prélève. Mais où va cet argent? Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut que ce soit là. L'eau aussi est un domaine dans lequel on peut faire des prélèvements pour aider la culture. Oui, dites-nous un peu, je m'excuse de vous interrompre, donc au Burkina Faso par exemple, on prélève sur chaque facture des consommateurs pour aider la culture. Oui, non, mais au Burkina, nous avons depuis 1960, dans les années 67, avec
un général militaire, qui est le général Kemogo Margarango, un intendant militaire. Il a eu la vision simple comme ça de dire on nationalise les salles de cinéma. Donc c'est devenu une affaire de l'État. Et sur les salles nationalisées, et qui appartiennent maintenant à l'État, on a créé une société nationale d'exploitation de films et avec des billetteries nationales. Le ticket fabriqué et 15% des recettes brutes d'entrée dans les salles de cinéma étaient prélevées pour financer le cinéma. C'est ce qui a donné tout le dynamisme et cette ampleur-là au cinéma burkinabé, parce qu'un fonds de promotion et d'extension des activités cinématographiques a été créé. Mais les États ne se ressemblent pas. Je veux dire, au Congo, ils peuvent faire autrement, ils peuvent passer par le mécénat, ils peuvent passer par les téléphonies mobiles aussi, qui ont des profits exponentiels, qui vont très lointain. On peut imaginer plein de choses, mais je dis de toute façon, ce qui est imaginable au Congo peut l'être au Gabon, peut l'être au Cameroun, en Centrafrique, au Tchad, etc. C'est ça qui donneront, parce qu'un peuple qui veut se battre pour le développement économique ou social ne peut y arriver que si cette idée est accompagnée par le développement culturel. D'accord, mais je vais vous poser une autre question. Oui. Vous avez parlé des problèmes des salles de cinéma dans beaucoup de pays africains qui se ferment les uns les autres, ou deviennent des salles de religion, comme ici au Congo, ça devient compris. Alors, selon vous, vous avez une grande expérience. Comment les États peuvent faire pour réouvrir ces salles de cinéma? Et parce qu'au Burkina Faso, on a nationalisé, et peut-être ça existe, mais si vous arrivez au Congo aujourd'hui, au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon, presque tous les centres de cinéma sont fermés. Mais c'est des volontés, ça découle de volontés politiques, ça. Et les volontés politiques, c'est aussi la conscience des acteurs culturels d'approcher les pouvoirs d'État pour discuter. Il faut établir un discours, un dialogue, en démontrant que ce secteur-là, non seulement il est pourvoyeur d'emplois, c'est comme tous les secteurs d'activité, qu'il y a des gens qui y travaillent, et que c'est un véhicule extraordinaire de la culture, je parle de l'image en général, du cinéma et de la télévision, mais en même temps aussi que c'est un facteur qui favorise la connaissance des peuples entre eux et qui, ma foi, est absolument nécessaire. Si on veut arriver à des constructions régionales ou panafricaines, il faut qu'on se connaisse, que les peuples se connaissent. Et il faut aussi qu'on crée un marché, il faut aussi qu'on dialogue avec le reste du monde. Le cinéma peut être une véritable industrie. À partir de ce moment-là, les pouvoirs politiques n'ont pas forcément conscience de l'importance de ça. Il faut parler, il faut que les acteurs culturels se mobilisent, aient un discours clair. C'est vrai qu'on ne peut pas demander aux États de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire, parce qu'il n'y a pas que le cinéma, il y a la faim, il y a la soif, il y a l'éducation, mais on n'est pas con, on sait que tout ça existe. Mais nous aussi, nous existons. Et il faudra à un moment donné que ça passe par le dialogue ou par la lutte aussi, par l'organisation syndicale. Et c'est vrai que tant que les acteurs culturels ne seront pas regroupés dans des syndicats, dans des associations, dans des entités, que le pouvoir d'État a l'obligation d'aider, parce que ces associations, ces syndicats sont des pourvoyeurs d'idées, de stratégies pour l'État, eh bien, on restera toujours des peuples qui n'avanceront pas parce qu'on n'a pas d'âme, parce que la culture, c'est l'âme. C'est l'âme. Alors, sur le problème des salles de cinéma, dans l'Afrique en général, et en Afrique francophone, toutes les salles de cinéma ferment, mais j'ai vu des pays où, en Afrique du Nord, ou au Nigeria, au Ghana, ou en Afrique du Sud, on voit que les salles de cinéma s'ouvrent. Pourquoi se fait-il que ces pays-là, leur cinéma marche, mais dans les pays de l'Afrique francophone, en dehors du Burkina Faso parce que le cinéma, je dis, il est art, il est aussi technique, mais il est aussi marché, industrie. Alors, comment veux-tu que dans des pays où 95% ou 90% de la population vivent dans les zones rurales, loin des salles obscures, la plupart du temps sans électricité, comment voulez-vous créer
malgré l'existence de ce marché potentiel, on ne peut pas créer des recettes. Ça veut dire que dans un premier temps, il faut subventionner cette activité qui, à terme, va générer des recettes puisque les marchés vont s'ouvrir, s'agrandir parce qu'il y a de la perspective. Mais si on dit que l'activité n'est pas rentable économiquement, qu'on ne peut pas, selon les banques mondiales et autres, en faire, de ce secteur, en faire une politique sectorielle, c'est pas bien parce que ce marché potentiel existe. Tu comprends? Ça existe, ces populations. Aujourd'hui, chez nous, par exemple, quand vous prenez le cas simple de la téléphonie, des téléphones mobiles, mais le coût à 10 000, 15 000 francs CFA, c'est accessible maintenant à toutes les populations. Et je pense que ouvrir les salles, une salle de cinéma, c'est quoi? C'est 4 murs, c'est un écran, c'est des bancs. Et la décentralisation, c'est quoi? Il y a dans tous les pays d'Afrique des ministères de l'Intérieur de la décentralisation. C'est donner la gestion de ces activités-là aux communes. À partir de ce moment, ça veut dire que dans chaque quartier, en tout cas dans les principaux quartiers, les municipalités peuvent prendre en charge l'entretien, la création de salles de cinéma, puisqu'ils peuvent faire beaucoup d'autres choses. Mais ça veut dire qu'il faut le faire maintenant, parce que nos enfants sont en train de grandir avec une partie d'eux-mêmes en moins. En moins, oui. Et ça donne des êtres incapables de dessiner un avenir radieux pour le continent, incapables de savoir où ils vont, des êtres hybrides, et c'est ce danger qui nous guette, parce que nous consommons extrêmement, de façon importante, les cultures des autres. Et c'est vrai qu'avec la satellisation, l'Afrique est absente de la consommation mondiale. C'est extrêmement dangereux. C'est dangereux, mais je vous pose une question, je ne sais pas si vous partagez ça. Il y a d'autres gens qui pensent qu'il faut que les pays africains fassent un certain genre de censure, arrêter un peu la provenance de Hollywood. Mais on ne peut pas, je parle de satellisation. Pourquoi on peut penser ça? On peut pas penser. Bon, maintenant dans les télévisions africaines, pourquoi se fait-il que, selon vous, pourquoi les télévisions africaines ne font pas la promotion de leurs propres films, en dehors du Nigeria ou l'Afrique du Sud, mais d'autres pays? Je vous dis, l'Afrique du Sud et le Nigeria, c'est des pays à forte population. Ils ont un marché. Tous les pays, si le Congo avait 100 millions d'habitants, il y aurait naturellement un marché. Naturellement, même s'il n'y avait que 5% de consommateurs, ça serait extrêmement important. Mais c'est parce que c'est des petits pays divisés, balkanisés, et c'est pourquoi on n'a pas de marché propre. Le Congo n'a pas de marché propre en termes culturels, le Gabon n'en a pas, le Burkina n'en a pas, mais alors comment on fait? C'est ça le vrai problème. Mais si on baisse les bras, ça veut dire que nos enfants grandiront sans identité. C'est ce que je dis. Ça veut dire des êtres incapables à terme de se prendre en charge eux-mêmes et de prendre en charge leur pays. Et c'est ça le danger extrême. Et maintenant, est-ce qu'on vit pour nous-mêmes ou est-ce qu'on vit pour nos enfants, pour les générations futures? C'est des questions morales et politiques. Et ça, c'est de la responsabilité des États de dire que la culture, c'est un patrimoine. La culture doit être sauvegardée et que le cinéma est un phare culturel extrêmement important. Mais il y a la peinture aussi, il y a la danse aussi, il y a extrêmement beaucoup de choses. Et il faut créer, partout c'est possible, des fonds de promotion culturelle. Et comme je sais que ce n'est pas facile, parce que les États aussi ont des priorités, il faut l'inclure dans une politique commune au niveau des espaces communautaires, mais c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut imiter l'Union européenne dans des institutions comme l'UA et que les plans médias en Europe, c'est ça qui finance toute la culture européenne? Est-ce que dans une de nos grandes institutions panafricaines, on a un secteur culturel développé? Il n'y en a pas. Il faut qu'on se batte pour ça. Et je ne jette pas la responsabilité seulement aux États, je jette aussi la responsabilité aux acteurs culturels qui doivent de plus en plus en parler et aussi
que les journalistes soient des amis à nous, parce qu'eux aussi... Voilà pourquoi nous sommes là. Oui, voilà. ça c'est vrai, parce que les journalistes sont des gens qui peuvent nous aider à nous exprimer et à faire que nos idées soient partagées par nos populations. Ok, Monsieur Idrissa Ouédraogo, c'était un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci. Voilà, après l'interview qu'on a eue tout à l'heure avec Idrissa Ouédraogo, on va continuer toujours avec un autre Ouédraogo. Cette fois-ci, c'est El Hadj Ouédraogo Rasmané. Il est le directeur du Centre régional pour l'art vivant en Afrique. Monsieur, soyez les bienvenus au Congo. Merci beaucoup. Alors, quand vous êtes directeur du Centre régional pour l'art vivant en Afrique, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être qu'il faut d'abord situer le contexte de la naissance de cette institution qui est toute nouvelle en Afrique. C'est une initiative bien sûr déclenchée par un pays, mais le centre est né grâce qui a rencontré la naissance de ce centre a rencontré donc l'assentiment de l'UNESCO, parce que dans sa politique de redéploiement au niveau des continents, il encourage cette forme d'organisation parce que, évidemment, par les manques de moyens qui sont très évidents aujourd'hui, c'était une formule pour